En ce moment même, on a plus d'1 million de tonnes d'engrais qui sont littéralement piégés sur des cargos dans le golfe Persique. Les chaînes d'infos tournent en boucle sur l'opération militaire Epic Fury et tout le monde panique sur le prix du baril de pétrole. Mais en épluchant ces récents rapports géopolitiques et agricoles d'avril 2026, on réalise un truc. Ouais, la vraie bombe à retardement, c'est pas le pétrole. Exactement. La bombe, elle est dans notre assiette. Ok, décortiquons tout ça. Bienvenue dans cette plongée au cœur de ce qu'on appelle désormais le piège de l'azote. C'est vraiment l'angle mort par excellence. Enfin, on regarde tous le prix à la pompe parce que le détroit d'Ormuz est bloqué, mais on oublie que ce détroit contrôle près d'un tiers du commerce mondial d'urée. Et l'urée, pour être clair, c'est juste la forme solide de l'engrais azoté. C'est ça. Et sans ça, c'est simple, on peut littéralement pas nourrir la moitié de l'humanité. L'agriculture moderne repose presque entièrement sur le procédé Haber-Bosch. Attends, je t'arrête. J'ai toujours cru que les engrais chimiques, c'était juste pour gonfler les rendements et faire plus de profit, tu vois. Pas que c'était une question de survie globale. Comment ça marche concrètement, ce procédé ? C'est une invention qui a complètement changé la face du monde au XXe siècle. En gros, le procédé Haber-Bosch permet de capturer l'azote qui flotte librement dans l'air et de le forcer à se transformer en ammoniac synthétique pour nourrir les plantes. Ah oui, d'accord. Sans cette perfusion d'azote artificielle, le sol naturel pourrait soutenir qu'une toute petite fraction des cultures d'aujourd'hui. Mais cette magie chimique a un point faible majeur. Elle dévore une quantité astronomique de gaz naturel. Du coup, le gaz naturel ne sert pas qu'à nous chauffer, il fabrique littéralement notre nourriture. En lisant l'équation dans les sources, on voit que le gaz a un double emploi. Il agit comme le feu, donc l'énergie colossale pour forcer la réaction, mais c'est aussi la brique. La brique, oui, parce qu'on vient lui arracher ses atomes d'hydrogène pour les lier à l'azote de l'air. Pas de gaz, pas d'engrais. Et avec le risque de guerre actuel, les navires refusent de traverser la zone. J'ai vu les chiffres, c'est délirant. Les primes d'assurance maritime ont fait x3. Ouais, elles ont atteint 0,4% de la valeur des cargos, ce qui rend le transport économiquement insoutenable, quoi. Résultat immédiat, la tonne d'urée a bondi à $600 aux États-Unis et en Europe, le prix du gaz a tout simplement doublé. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final ? Je veux dire, pour le champ de blé au bout de la rue. Le dilemme est devenu hyper brutal. Prenons la France, par exemple. Les agriculteurs doivent choisir. Soit ils achètent cet engrais hors de prix et ils cultivent à perte. Ce qui n'a aucun sens mathématique en plein printemps avec les budgets actuels. Exactement. Soit ils réduisent drastiquement la part en azote. Mais s'il coupe l'azote, le blé perd son taux de protéines, il ne respecte plus les normes de la meunerie et il devient presque invendable. La conséquence sur le terrain, c'est que près de 300 000 hectares de terres céréalières en France viennent d'être laissés en friche. Attends, 300 000 hectares ? Mais c'est une superficie plus grande que tout le Luxembourg. Imagine ces étendues immenses de blé qui restent à l'état de terre nue, juste parce que nourrir la terre coûte trop cher. C'est une perte sèche vertigineuse. Et ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont le reste du monde réagit. Face à la flambée de l'azote, les agriculteurs au Brésil et aux États-Unis abandonnent massivement le maïs pour planter du soja à la place. Un instant, si les agriculteurs basculent simplement vers le soja, le marché libre a trouvé la parade, non ? Pourquoi s'alarmer si la profession s'adapte ? Parce qu'ils s'adaptent pour survivre financièrement, ouais. Mais la solution crée une autre crise derrière. La biologie du soja est particulière, c'est une légumineuse. La plante forme une symbiose avec des bactéries pour capter naturellement l'azote de l'air. Ce qui sauve les sols à court terme, c'est sûr. Voilà, elle se nourrit toute seule. Mais le maïs qu'on ne plante pas, il servait à nourrir les élevages. Donc sans maïs, fin 2026, on va vers une pénurie mondiale d'aliments pour bétail, ce qui va faire exploser le prix de la viande, du lait et des œufs. L'effet papillon absolu. Un cargo coincé au Moyen-Orient fait flamber le prix d'un steak à Paris ou à New York. Pour éviter ça, les rapports parlent de boucliers d'urgence, comme le plan européen Accelerate EU. Mais la vraie solution de fond, c'est de produire de l'azote vert, comme avec le projet Fertigy dans la Somme, c'est ça, hein ? Tout à fait. L'objectif de Fertigy, c'est de rompre totalement la dépendance au gaz. Au lieu des hydrocarbures, on utilise de l'électricité décarbonée pour séparer l'hydrogène de l'eau. Avant la crise d'Ormuz, cet azote vert était considéré comme beaucoup trop cher. Et maintenant, ce surcoût, j'imagine que c'est perçu comme une simple prime d'assurance indispensable pour notre souveraineté alimentaire. C'est exactement ça. On est obligé de découpler la nourriture du gaz naturel. Ça amène une réflexion finale assez vertigineuse. La mondialisation fluide et l'engrais bon marché, c'est bel et bien terminé. Si l'azote devient une arme stratégique au même titre que les semi-conducteurs,
une question se pose. Les prochaines grandes alliances géopolitiques ne se feront peut-être plus autour de l'accès aux hydrocarbures, mais plutôt autour de la capacité d'un pays à maîtriser le vent et le soleil pour synthétiser son propre air. Une perspective un peu glaçante à garder en tête lors de la prochaine visite au supermarché.